Salut les Movers, nous sommes aujourd'hui à l'hôtel Central à Bastia et je m'apprête à recevoir la comédienne Eva Darlan. Alors Eva Darlan, bonjour et merci beaucoup de nous recevoir. C'est un plaisir d'être là. Ah, vous aimez la Corse? Déjà un plaisir d'être là. Oui. Mon cœur est corse. Votre cœur est corse? Tant mieux, alors tant mieux pour nous. Vous avez débuté très jeune, notamment 14 ans au cours Simon, c'est ça hein? Oui, alors j'ai débuté comme élève. Oui, comme élève, tout à fait. Je voudrais savoir, qu'est-ce qui vous a donné le virus de la comédie? Moi j'ai toujours voulu faire ça, c'était ça ou mourir, alors voilà. C'est tout, depuis toute petite. Hein. Depuis toute petite? Ah oui. Est-ce qu'il y a eu un déclencheur? Il y en a beaucoup qui ont un déclencheur, qui se souviennent d'ailleurs de ce déclencheur. Non, vaguement le regard de mes parents quand je jouais des... Mais je jouais déjà des très petites. Je jouais déjà des scénettes que je m'inventais. Très petites, je veux dire, j'ai des souvenirs de 3 ans, 4 ans, face au miroir. Et je savais que c'était ça. Et à partir du moment où il s'arrêtait et où il me regardait, comme l'atmosphère familiale était très pesante, je suppose que ça a beaucoup joué et beaucoup compté. En tout cas, que ce soit ça ou une autre raison à laquelle je ne pense pas, j'ai toujours voulu faire ça, mais toujours. Quand j'étais à l'école primaire, je collectionnais les petites vignettes de photos d'acteurs, je les collais, il n'y a que ça qui m'intéressait. Adolescente, je me souviens, même avant le cours Simon, je faisais des rêves où j'étais avec, à l'époque, Mylène de Mongeau, Jean Marais, etc. Il n'y a que ça qui m'intéressait, quoi. C'était pourquoi? C'était pour vous évader? Complètement, pour être ailleurs. Sortir du monde réel? Oui, vraiment. D'accord. Ouais. Une sorte de schizophrénie. C'est un exutoire. Oui, vraiment. Et ça vous a jamais lâché? Non. Je vais mieux, hein. Je vais mieux que quand j'étais petite. Ah ben il a fallu du temps, mais je vais mieux que quand j'étais petite et adolescente. Et mieux que jeune femme, etc. Mais oui, c'est ça, c'est vraiment ça. Mais pourquoi? Parce que vous n'étiez pas bien dans votre peau? C'était très très douloureux la maison, pour moi. Ah, c'était la vie familiale, c'était le contexte en fait. C'était une famille un peu pourrie, quoi, à part ma mère. D'accord. Donc, c'était compliqué et voilà, C'était une façon de vous évader. Complètement. D'ailleurs, alors c'est marrant parce que vous, votre vie, alors, il s'en est passé des choses. Alors, est-il vrai que vous étiez hôtesse? Oui, j'ai eu trop faim. J'avais trop faim. J'ai commencé, j'étais rue Blanche, c'était donc, on va dire comme une autre forme de conservatoire, qui était une école d'État, qui s'appelle la rue Blanche. Et en sortant de la rue Blanche, pendant la rue Blanche, j'ai tout de suite travaillé. Tout de suite, j'avais 18 ans, j'ai tout de suite travaillé, fait les premiers rôles et tout ça. Et puis, je pensais qu'une actrice devait rester à côté de son téléphone et être au régime, c'est-à-dire attendre. Jouer les madones chez elle et attendre. Alors que c'est le contraire, il faut juste sortir, ne pas arrêter, tracer, voilà, ne jamais s'endormir sur ce qu'on a. Et donc, très rapidement, il n'y a plus eu de travail et je n'ai pas compris. Et j'ai continué à attendre près de mon téléphone et j'ai pas compris. Puis j'ai eu faim, puis j'ai maigri, et puis j'ai eu trop faim, puis j'ai trop maigri. Voilà, puis à un moment, j'ai dit, je peux plus, je vais crever, quoi. Je commençais à voler dans les magasins. C'était une période où je ne savais plus comment faire pour faire ce métier, puisque j'avais commencé d'une façon extrêmement gâtée. On était venu me chercher à l'école, on me proposait des trucs. Mais simplement, ça n'a pas enchaîné, ce qui est normal. Le métier est fait de haut et de bas. Donc j'avais trop faim, j'étais trop maigre et j'ai immédiatement, je me souviens, j'étais dans un café à Paris et j'ai fait le bottin et j'ai téléphoné à Air France. J'ai dit bonjour, vous passez un concours, non merci, au revoir. TWA, bonjour, vous passez un concours, non merci, au revoir. Air Inter, bonjour, vous passez un concours, oui, bon d'accord, j'arrive. Donc j'ai été prise un petit peu les doigts dans le nez parce que quand même, voilà.
Et puis, je suis restée 1 an, je suis passée du 36 au 44. Je bouffais, je ramenais à la maison, je bouffais. J'ai gagné de l'argent et tout ça, puis j'ai commencé à faire des voyages. Et puis au bout d'1 an et demi, voilà, j'ai pris tous les billets gratis passenger, les GP, et puis j'ai quitté Air Inter, j'ai fait le tour du monde, et puis je me suis dit, ok, maintenant ça va, on se calme. Je suis allée à Montréal, je suis restée à Montréal où j'ai travaillé comme actrice tout de suite. J'ai fait de très 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 belles choses, et puis après je me suis dit, bon ben ça va, allez, je rentre à Paris, et puis là je vais essayer de comprendre comment ça marche. Et puis ça a marché immédiatement, parce que il y a eu les Jeannes. Et les Jeannes, ça a été un déclencheur de toute ma carrière. Toute ma carrière a commencé au moment des Jeannes. Alors, je ne fais pas du théâtre je ne fais pas ce métier depuis les Jeannes. Je le fais depuis très longtemps, bien avant. Mais vraiment, ça a commencé on va dire, à prendre. J'ai arrêté les vaches maigres, quoi, à partir des Jeannes. Et les Jeannes, tous les grands réalisateurs de l'époque sont venus, ça a eu un tel succès, c'était phénoménal. Ils sont tous venus et puis ils m'ont pris avec eux, puis voilà, je suis partie. Puis, voilà. Alors, j'ai vu que quand vous étiez hôtesse, oui. Est-ce que c'est vrai que pendant un certain moment, entre l'Iran et la France, vous faisiez je faisais des navettes, mais... vous passiez Oui, parce que je suis révolutionnaire dans l'âme et que j'avais rencontré des Iraniens qui étaient des gens extrêmement extraordinaires. Et puis voilà, je leur ai donné un coup de main de secrétariat dans leur révolution, et puis... Et c'était donc entre activistes qui étaient présents en France et les activistes qui étaient présents à Téhéran. Oui, et ouais, mais c'était cinglé. Hein. J'allais dire, c'est une histoire de fou. J'étais passeuse. Déjà, c'était dangereux. Très dangereux. Très dangereux parce que quand on arrivait à la douane, moi j'avais les valises pleines de documents. Mais des documents, je veux dire que j'ai risqué ma vie, quoi. Et les douaniers, à ce moment-là, il y avait un tapis roulant qui passait devant eux. Et ils avaient une craie. Les valises passaient sur ce tapis roulant, ils avaient une craie. Et puis, d'une façon tout à fait aléatoire, ils mettaient des croix sur les valises. Ils n'ont jamais mis de croix sur la mienne. Alors, il y a une chose qui moi, m'a interpellé un petit peu quand j'ai préparé l'interview, j'ai regardé ça. Il y a marqué que vous aviez porté le voile. Oui, en Iran, oui. En Iran, là-bas. Oui. Et moi, ça m'interpelle parce que le public maintenant a une telle image de vous au niveau féminisme, mais ça on y reviendra, que c'est vrai que ça fait vraiment, ça souffle le chaud et le froid. Quand on voit un petit peu, on a du mal à admettre, à voir que vous aviez le voile. Mais j'ai adoré ça. C'est fou, hein. J'ai adoré porter le voile, parce que, comme ça au moins, moi j'ai été sifflée dans la rue très jeune. À l'âge de 12 ans, 11 ans, 12 ans, les mecs n'ont pas arrêté de me siffler, de me suivre, de s'approcher de moi dans le métro, de se coller dans les bus, de tout ça. C'est épouvantable, c'est fatigant. Je ne dis pas que le voile empêche ça, mais enfin quand même, ça met une petite distance. Hein. Moi ça m'a plu, quoi. Ça m'a beaucoup plu. On peut être habillé n'importe comment en dessous, tout le monde s'en fout, personne ne le voit. On peut être grosse, maigre, petite, il n'y a aucun regard dans la rue qui vous juge. C'est intéressant, le voile, c'est vraiment intéressant. Mais ça, c'était à une certaine époque. C'était mon choix. Voilà, c'était votre choix, puis à une certaine époque. Maintenant, quelle est votre position là-dessus maintenant? C'est la même. Je mettrai quelques nuances que c'était mon choix, le choix d'une Européenne libre. Oui. Je savais que ce serait passager. Je pense qu'il y avait un certain exotisme et un certain romantisme aussi. Comment vous saviez que c'était passager? Parce que j'allais pas passer ma vie en Iran quand même. Et puis alors maintenant,
Moi, ça ne me dérange pas le voile. Ce qui me dérange, c'est les hommes qui imposent le voile. Et autant, c'est un petit peu la même approche. Je mettrai en parallèle les représailles qu'on propose pour les femmes qui portent le voile avec les représailles qui sont effectives, qui étaient effectives auprès des prostituées. C'est-à-dire que des hommes mettent des femmes dans des situations où ils commandent, où elles sont affaiblies, et c'est elles qui prennent. On empêche les filles de rentrer dans les universités, on empêche les filles de rentrer dans les écoles, on les empêche de, voilà, tout ça, d'aller dans les piscines et tout, mais c'est elles qui vont en souffrir. C'est elles qui ne vont pas aller à l'université si elles gardent leur voile. Mais si on attaque les mecs, leurs maris, leurs pères, leurs frères, leurs enfants, si c'est eux qui doivent payer des amendes parce qu'elles portent le voile et tout ça, je pense que ce serait un tout petit peu différent. Parce que bien sûr que c'est culturel, mais bien sûr que c'est aussi religieux, et bien sûr que c'est aussi une emprise. C'est très, très mélangé le voile, c'est très difficile de s'y retrouver. Notre société dit que le voile n'a pas lieu d'être porté dans les lieux publics, car nous sommes un pays laïque qui ne reconnaît aucune démonstration religieuse apparente. Bon, alors il faut que les juifs enlèvent leur kippa et leur... voilà, il faut que... Qu'est-ce qu'on fait avec les religieuses qui portent le voile? Je trouve que c'est un petit peu confus. C'est effectivement voiler le corps des femmes. Mais qu'est-ce qu'on fait, nous, avec le corps des femmes? C'est une honte ce qu'on fait avec le corps des femmes. Ça, personne... on parle du voile, mais on ne parle pas de toutes ces femmes nues qui vendent des voitures ou des yaourts. Ça, c'est pas grave. Oui, oui, non, mais ça, c'est chez nous, c'est pas grave. Mais le voile, mais non, c'est beaucoup plus grave de foutre des femmes à poil pour vendre tout et n'importe quoi. Le corps de la femme est objectifié en permanence. Il est vendu et il est au profit, pas des femmes. C'est au profit des sociétés, au profit du capital, au profit voilà, des compagnies. C'est ça le scandale. Est-ce que le voile est un scandale? Ma foi, je trouve beaucoup moins. Sauf si c'est imposé. Et à ce moment-là, c'est au mec de... Parce que là j'ai vu que vous aviez réagi notamment sur une publicité il n'y a pas longtemps, avec une femme avec des patins à roulettes, c'est ça? Il y avait des patins à roulettes. Elle n'avait pas des patins à roulettes, elle était en position de sodomie, en position de proie, en position de viol. Elle proposait, dans certaines de ses photos, les femmes étaient avilies, bien évidemment, plus ou moins droguées, enfin complètement comme ça, complètement camées, avec d'autres femmes qui marchaient avec des talons aiguilles sur elles, etc. Enfin, les jambes écartées comme ça, avec... C'est quoi ça? C'est quoi? J'aimerais bien qu'on fasse pareil avec les hommes. On ne fait pas de patin à roulettes. Il y avait des talons sur patin à roulettes. Elle faisait du patin à roulettes avec des talons. Il faut être vraiment complètement... L'image sera intégrée. Il faut être complètement... comment dire? Je veux dire, d'abord être bien imbibé de substances illicites et être très décadent pour arriver, pour dire « Ah, c'est une idée formidable, on va mettre une femme avec des talons aiguilles sur des patins à roulettes, ben forcément elle ne peut pas en faire, donc elle tombe parce que c'est une conne, parce que voilà, elle tombe comme ça, les jambes écartées, et puis comme en proie, et puis complètement stone et complètement comme ça. Et comme ça, on va donner une image formidable de la femme et de la mode. Il faut être assez décadent, il faut être assez cinglé quand même. C'est pervers et c'est honteux. Alors depuis vos débuts, vous n'avez pratiquement jamais cessé de tourner. C'est pas vrai. Ah, attendez, vous avez fait au théâtre, ciné, télé, mais de toute façon, vous avez... Il y a des années entières où j'ai pas travaillé. Allez, on va dire 1 an, 2 ans maximum. Parce que je regardais un peu la filmo. Ah oui, ça oui. Ah, elle s'enchaîne, hein. Oui, ça a l'air comme ça. Donc, ben ça a l'air, c'est des chiffres. Mais connaissant un petit peu la femme de caractère, parce qu'on peut... Devenue de caractère. Je ne l'avais pas avant. Bon, alors devenue de caractère comme vous l'êtes maintenant. Alors justement, tiens, oui, vous faites bien de corriger parce que justement, ça a peut-être changé la question.
Avec quel metteur en scène est-ce que vous avez eu le plus de difficultés et celui avec lequel vous vous êtes le mieux entendu? Mocky, ça a été évidemment le plus effroyable. C'est étonnant. Ouais, voilà. C'est vraiment étonnant, oui, Voilà. c'est vrai. Donc c'est sans commentaire même, à la limite. Je veux dire. Ah oui, à ce point-là. Oui, on sait que Mocky est quelqu'un de... peut-être quelqu'un de tout à fait... misogyne est un faible mot. Je crois qu'il n'aime personne, il n'aime personne que lui-même, et peut-être ne s'aime-t-il pas suffisamment pour respecter les autres. C'est quelqu'un qui vit dans l'irrespect absolu, dans... voilà... un petit peu la dégradation des autres. Non, c'est vraiment quelqu'un qui ne m'intéresse pas du tout. Et quand je disais une fois ça sur les ondes, le lendemain il m'appelait pour que j'écrive un papier sur lui dans Elle. C'est un bon pervers. Et je dis non merci, non, tu veux pas faire mon prochain film? Non, merci, non. Et voilà. Et celui avec lequel vous êtes le mieux entendu? Il y en avait pas mal. Hein. Ah oui? Ouais, il y en avait pas mal. J'ai admiré Claude Sautet. Ouais. J'ai adoré Godard. Mais adoré. Il est tellement ailleurs. Il est dans la création. C'est physique, on dirait, on dirait qu'il touche de la terre sur un moule. Il est extraordinaire. Vraiment, j'étais fascinée par ce mec. Et puis après, il y a des metteurs en scène avec qui le tournage a été formidablement sympathique, gai, machin, etc., et qui donnent un navet à la fin. Donc, ça ne parle pas des résultats. Voilà. Tout à fait, je parlais donc, juste de l'entente. voilà, l'entente, mais l'entente, voilà, je pense que... Et avec vos partenaires? Oh, alors ça, beaucoup, il y en a beaucoup. J'aime les acteurs, mais qu'est-ce que j'aime les acteurs. Mais ce sont des gens mais magnifiques qui sont... On est ailleurs, quoi. On est ailleurs. On n'est pas là, on n'est pas complètement dans ce monde-là. Et on a la chance d'être dans un pays qui nous reconnaît un peu. On a la sécurité sociale, on a droit au chômage. Mon Dieu, c'est un métier de chômage. Mais on a droit à un chômage comme les autres. Hein. On est dans le régime général, donc ça fait 1 an et demi, un truc comme ça. C'est important, c'est très important. Malgré tout, on est quand même en marge de la société quand il faut chercher un appartement, quand il faut faire un emprunt, quand il faut... Voilà, c'est très très compliqué. On a quand même beaucoup de difficultés socialement. Mais les acteurs sont des gens mais magnifiques, qui sont dans la créativité en permanence. Toujours, la plupart sont tellement drôles, tellement inattendus. J'aime cultiver, inventif, détournant les difficultés parfois, ou même quand ils s'y plongent trop, ça donne quelque chose de créatif. J'aime vraiment ces gens et je suis tellement heureuse d'être avec eux. Et de toute façon, en fait, à partir de Jeanne, avant c'était difficile, comme je vous l'ai dit, c'était un peu chaotique. J'avais des difficultés, Air Inter, le Canada, les premiers rôles qui ne s'enchaînaient pas. Et puis, et j'ai toujours eu, depuis toute petite, des difficultés à être dans la vie, à parler, à comprendre les gens qui me parlaient et à me faire comprendre c'était compliqué, c'était difficile, c'était ardu. Et un jour, j'ai rencontré mes semblables. J'ai rencontré des gens que je comprenais, on était à un niveau là, on se parlait là. Sinon, c'était difficile. Et ça m'est encore difficile maintenant avec certaines personnes, où je m'ennuie très facilement parce que moi, on me parle de la réalité, du machin, etc., du CAC 40, c'est très intéressant, mais mon monde n'est pas là. Et c'est vrai que à partir du jour où j'ai rencontré Jean-Michel Ribes, à la première représentation des Jeannes, où il y avait tout Paris dans la salle, j'ai rencontré mes semblables et je ne les ai plus quittés, je ne veux pas les quitter. Ces gens m'enchantent, mais m'enchantent. On se comprend au quart de mot. Mais c'est très curieux parce que vous êtes vraiment multifacette. Ben oui. Parce qu'en fait, exactement, vous me dites que donc vous aimez justement ce monde que vous avez trouvé, donc, oui, voilà, oui. et que vous n'aimez pas le monde réel, on va dire. Oui. Alors que vous êtes la oui. première et une des plus engagées oui. au niveau politique, oui.
pour les droits des femmes. Oui. On ne peut pas être plus dans la réalité que C'est là. vrai. Oui. Donc c'est vraiment très ambigu. Oui, c'est vrai. C'est très... Oui, c'est vrai. Il y a une révolte fondamentale vraiment essentielle chez moi, on parle de moi, la révolte devant les inégalités. Alors ça, on va dire que ça se situe encore ailleurs du monde et des acteurs, voilà, ça se situe encore ailleurs, c'est une révolte fondamentale. Tout est insupportable dans ce qui n'est pas égal. Dans ce qui est inégal, c'est insupportable. Je trouve inacceptable que des homosexuels ne fassent pas partie d'une société. Je trouve inacceptable que des femmes ne soient pas traitées de la même façon que leurs hommes. Je trouve inacceptable que 2 enfants meurent par jour. Voilà, Oui, c'est une révolte qui gronde en vous. Oui. Oui, et qui ne s'arrêtera jamais. Mais tout en plus, justement, parce que vous savez que votre combat, il va durer toute votre vie, mais il y a certains trucs, malheureusement, qui ne bougeront pas. Hein. Je sais. Il y a plein de... Mais vous savez, il faut le faire quand même. Oui, bien sûr, je comprends. On ne peut pas ne pas le faire. Parce que si on ne fait pas, ça ne bougera pas, et ça va reculer. Et si on bouge, eh ben... Je ne dis pas que ça va changer, mais ça va un peu évoluer. Et bien ce un peu évoluer, ça vaut le coup quand même. Mais regardez dans votre métier, les salaires des femmes sont moindres. Oui, bien sûr, par rapport aux acteurs hommes, quand on parle de star égale. Ça dure depuis je ne sais combien de temps. Il y a très longtemps d'ailleurs qu'on a appuyé un petit peu sur le bouton en disant regardez, c'est quand même pas normal, etc. Machin. Non, ça ne change pas. Ça change pas? Non. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est-à-dire que de 30%, les salaires, maintenant, la différence de salaire est à 27%. On a gagné 3%. À une époque, à la même époque où ils étaient équivalents, Deneuve gagnait moins que Depardieu. Vous êtes une féministe assumée. Et là, vous sortez d'un combat, alors bien entendu, on est obligé d'en parler, du combat de Jacqueline Sauvage, pour justement, vous avez milité pour Jacqueline Sauvage. Alors, pour ceux éventuellement les rares qui ne connaîtraient pas l'histoire, c'est cette femme qui a été battue par son mari, entre autres, et qui, sous l'effet d'un jour insupportable, l'a supprimée. Vous êtes battu pour elle et elle est sortie? Oui, elle est sortie. Elle est sortie maintenant, alors qu'elle avait été condamnée. Oui, à 10 ans. Elle a été graciée par François Hollande. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux milliers de femmes battues maintenant, qui se taisent? La société est responsable de ça. Hein. Je veux dire que la société est responsable de la mort du mari de Jacqueline Sauvage. On est responsable de son geste, nous, parce que les services sociaux n'ont pas fait leur travail, parce que les médecins n'ont pas fait leur travail, parce que les policiers n'ont pas fait leur travail. Cette femme a été seule, abandonnée, ses filles aussi, et que tout le monde savait ce qui se passait, que personne n'a signalé, et que le jour où il y a eu des tentatives de signalement, les pouvoirs publics n'ont pas suivi. C'est terrible. Je me souviens plus de votre question, mais Qu'est-ce que vous conseillez aux femmes battues qui se taisent, qui continuent à se taire? Donc il faut d'autant plus... Ce qu'il faudrait... ce que je conseille aux femmes battues, c'est que, en fait, je conseille à l'entourage. Je conseille à l'entourage d'accompagner ces femmes, de faire des signalements auprès de la police, d'aller à la police en disant « Je crois que là, à côté de chez moi, il se passe quelque chose de pas très sain, et qu'il y a une femme en danger, éventuellement en danger. » Voilà, c'est un signalement. Et à partir de là, normalement, les services sociaux doivent débarquer, faire des enquêtes, etc. Et là, on peut sauver des gens. On peut encourager ces gens, on peut encourager ces femmes qui, tout d'un coup, vont peut-être finir par porter plainte et puis se défaire de cette emprise terrible. L'emprise est quelque chose de monstrueux. On ne peut pas partir. On ne peut pas partir. Quand vous êtes enfermé avec
avec des enfants, avec un crédit, avec une maison. Vous partez quand? Quel jour? À quelle heure? Pourquoi? Avec enfants, sans enfants, avec le chien? Qu'est-ce qu'on prend comme meuble? Et les comptes en banque, on fait quoi? C'est un cauchemar. On ne peut pas partir seul comme ça. C'est rarissime les femmes qui partent. C'est rarissime. Parce qu'il y a aussi une emprise financière, une emprise économique, une emprise psychologique, une emprise de coût. Enfin bon, c'est très compliqué. Et si ces femmes n'ont pas le courage de le faire, il faut les accompagner, il faut les aider. Et ensuite, éventuellement, entendre la violence des hommes, les écouter et savoir quoi faire avec ça. Je veux dire, punir n'est pas forcément la meilleure chose du monde, d'ailleurs, sur beaucoup de terrains, je dis ça, sur beaucoup de choses. Punir, c'est accompagner. C'est valable aussi dans l'autre sens, parce qu'il existe aussi les hommes battus. Mais tout à fait, 5%. Hein. Bon. Oui, alors décidément, vous êtes une femme de cause. À chaque fois, on va trouver une cause, à chaque fois, avec Eva Darman. Alors, lors de la campagne de François Hollande, donc vous êtes démenée pour son élection. Quelques années plus tard, vous êtes déclarée déçue et trahie. Blessée. J'ai vu déçue et trahie aussi dans une interview. Tout à fait. Pour quel candidat est-ce que vous roulez maintenant? Mélenchon. Mélenchon? Ouais. D'accord. J'ai hésité. Ouais. J'ai hésité. Pourquoi j'ai hésité? Parce que j'avais été échaudée déjà par la campagne précédente, où je m'étais dit on m'y reprendra plus, quoi. On m'y reprendra plus, pas tellement pour... aussi, bien sûr, pour ce que j'ai ressenti du résultat. D'ailleurs, le résultat n'est pas en cause. Je pense que ce qu'il a fait est bien. Il y a eu un gros problème de communication. La communication ne s'est pas faite pendant son gouvernement et ça n'a pas été bien du tout. Mais je veux dire, les politiques, ils se servent de vous. Hein. Ils se servent de vous. Les militants, c'est bon pour eux. Mais est-ce que eux font pour les militants après? Je veux dire que moi, j'ai eu des difficultés dont j'ai parlé dans d'autres livres. Je suis allée jusqu'à l'Élysée pour essayer de me faire aider. Comment dire, légalement. Aider légalement. On m'a bien fait comprendre que j'étais charmante, mais que bon, ils avaient d'autres choses à fouetter. Et j'étais dans un dénuement très avancé. Oui, quand vous avez eu des problèmes financiers. Oui, j'étais au bord de la rue, j'étais avec mes enfants et tout ça, et je n'ai eu aucune écoute, aucune aide, aucune assistance. Un joli remerciement. Aucune main tendue. Oui, donc j'étais assez écœurée, et je me suis dit plus jamais, quoi. Ils roulent que pour leurs pommes, puis on le voit dans cette campagne effroyable qu'on vit actuellement. Je veux dire que quand on est au courant maintenant de tout ce qui se passe chez les sénateurs, chez les députés, comment ils prennent le pognon, comment ils le dilapident, enfin c'est le nôtre, c'est notre sang, c'est notre sueur, c'est notre travail. Donc c'est très grave. Et je me suis dit plus jamais. Mais quand je vois la révolte et le dégoût qui me prend quand j'entends Fillon, quand j'entends ou le désintérêt pour d'autres candidats, je me dis mais Mélenchon, il est formidable, quoi. Il est formidable. Il a des défauts, il en a, bien sûr, mais alors son programme par rapport aux femmes, c'est le seul. Son programme par rapport à la culture, c'est le seul. Donc ça, ce sont deux choses qui me concernent au premier chef. Son programme social, moi ça me va. Voilà, donc voilà. Est-ce que je roule pour Mélenchon? Disons que j'accompagne Mélenchon, oui. Par contre, j'aurais une question qui justement, que revient un petit peu sur Hollande. La fameuse, le fait qu'il ait gracié Jacqueline Sauvage, est-ce que vous ne croyez pas que le fait déjà d'avoir roulé pour lui et ensuite d'avoir fait, justement, de vous être battu pour cette femme, etc., d'avoir accompagné la chose, est-ce que vous ne croyez pas que c'est rentré en ligne de compte? Je pense qu'il me connaît, oui. Il me connaît bien. D'accord. Vous êtes une actrice classée populaire. Oui. Et c'est pas du tout péjoratif. C'est une qualité. Oui, exactement, on est d'accord. Les gens vous ont adoré au ciné dans plein de trucs. Enfin, Veuve, je vous trouve très beau, voilà, ces choses-là. À la télé aussi, Palace, bien sûr, ou Madame la Proviseure. Et vous faites encore beaucoup de théâtre. Alors, je voudrais savoir vers quelle discipline bat votre cœur. Oh, le théâtre avant tout. Oh, le théâtre, les sensations au théâtre, c'est quelque chose, c'est sexuel.
c'est d'une sensualité incroyable, c'est orgasmique, ou pas, selon, comme dans la vie. Un vrai rapport avec le public, particulièrement dans la comédie quand même. Parce que la comédie, il y a quelque chose qui est du domaine du art, je te donne, tu me donnes. Je balance ça exprès pour que tu aimes et tu me le dis. Donc il y a c'est quelque chose, c'est sensuel à mort. J'adore ça, particulièrement la comédie. On ne peut pas faire ça ni à la télé ni au cinéma. Si vous deviez vous définir en un mot. Oh non. Trop complexe? Complexe peut-être. Peut-être. Et complexé. Non, plus maintenant. Plus maintenant. D'après ce que vous m'avez dit, j'ai fait énormément de progrès. Ouais, oui, il y a toujours quelque chose qui freine derrière, mais j'ai énormément changé, je me suis énormément affirmée, mais il reste quand même une petite fille très complexée. On va finir sur une question d'un internaute. Alors à chaque fois, je donne le nom de l'invité et les internautes m'envoient des messages en message privé, des questions, et puis ensuite on regarde un petit peu. Et là, c'est Anthony Verdier à Bondy. Alors sa question est assez intéressante parce qu'il nous met: vous vous battez pour le droit des femmes. Seriez-vous prête à incarner un rôle qui avilit une femme et donc de faire passer votre métier avant vos profondes convictions? Jamais. Donc souvent on tombe sur des actrices qui nous disent: moi je suis actrice, je peux tout jouer. Non, je suis d'abord une femme. D'accord. Je suis d'abord une femme. Doublée d'une actrice, mais qui ne vendra pas son âme et son éthique à quelque chose que je l'ai déjà prouvé, que je n'approuve pas. Merci beaucoup de nous avoir reçus, c'est très gentil. Merci beaucoup pour ce joli moment. Merci à vous. Merci beaucoup.